The Assembly will hear an address by His Excellency Mohammed. L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence Mohammed Shehbaz Sharif, Premier ministre de la République islamique du Pakistan. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et l'invite à prononcer son allocution devant l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, And a very good morning. bonjour à tous. قال يا عبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيته لي. Et il a dit, ô mon père, j'ai vu 11 planètes et le soleil se prosterner devant moi. Ô mon fils, ne racontez pas cette histoire à vos frères. Le diable est l'ennemi de l'humain. For me to address the United Nations General Assembly for the second. C'est pour moi un immense honneur que d'intervenir devant l'Assemblée générale des Nations unies pour la deuxième fois en tant que Premier ministre de mon pays. Mon pays qui a toujours été un membre actif de la famille des Nations unies. J'aimerais, Monsieur le Président, aujourd'hui, avant toute chose, vous féliciter et vous souhaiter les pleins succès à la suite de votre élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Je rends également hommage à son Excellence, l'ambassadeur Denis Francis, qui a présidé avec compétence la 78e session de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, le père de notre nation, Quaid-e-Azam Mohamed Ali Jinnah, avait déclaré en 1947, et je le cite, que nous adhérons à la Charte des Nations unies et que nous nous réjouissons d'apporter notre contribution à la paix et à la prospérité du monde. Fin de citation. Le Pakistan a tenu cet engagement. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis colossaux. Des menaces sans précédent pèsent sur l'ordre mondial. Il y a d'abord la guerre génocidaire israélienne à Gaza, le dangereux conflit qui fait rage en Ukraine, d'autres conflits destructeurs en Afrique et en Asie, la montée des tensions géopolitiques, la résurgence du terrorisme, l'aggravation de la pauvreté, une dette asphyxiante et les effets des changements climatiques qui ne cessent de s'aggraver. C'est une situation qui nous rappelle la guerre froide. Nous en ressentons les frissons. En réponse à ces défis, notre secrétaire général, Antonio Gutiérrez, a appelé à la convocation d'un sommet, le sommet de l'avenir. Ce sommet a débouché sur l'adoption, plus tôt cette semaine, de 54 actions sur le développement, la paix, la sécurité, la technologie, la gouvernance mondiale. C'est ce qu'on a appelé le pacte de l'avenir. Aujourd'hui, j'aimerais exprimer devant vous la douleur lancinante et l'angoisse de mes compatriotes face aux souffrances de la population à Gaza. Nos cœurs saignent alors que nous voyons se dérouler sous les yeux là, une tragédie dans la Terre Sainte, une tragédie qui ébranle la conscience même de l'humanité. Comment pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, rester silencieux lorsque des enfants sont enterrés sous les décombres de leur maison détruite? Comment pouvons-nous fermer les yeux sur ces visions d'horreur des mères qui bercent les corps sans vie de leurs enfants? Ce n'est pas simplement un conflit
auquel nous assistons aujourd'hui. C'est le massacre systématique de populations innocentes, une attaque contre l'essence même de la vie et de la dignité humaine. Le sang des enfants de Gaza entache notre histoire et ce sang, il est sur les mains des oppresseurs, bien sûr, mais de ceux qui sont complices de ce conflit. Lorsque nous ignorons les souffrances sans fin, c'est notre humanité qui s'en trouve diminuée. Il ne suffit pas de condamner, il faut agir. Et maintenant, demander un cessez-le-feu immédiat, la fin de ce bain de sang. Nous devons garder à l'esprit le sang et le sacrifice des Palestiniens innocents. On ne peut pas laisser ce sang et ce sacrifice être gaspillés. Nous devons œuvrer à une paix durable en donnant une chance à la solution à deux États. Nous devons tout mettre en œuvre pour qu'un État de Palestine viable, sûr, d'un seul tenant et souverain, fondé sur les frontières d'avant 1967, avec Al-Quds al-Sharif comme capitale éternelle. Et pour promouvoir ces objectifs, la Palestine doit également intégrer les Nations Unies en tant que membre à part entière. Monsieur le Président, en l'espace de quelques jours, la campagne de bombardement incessante menée par Israël contre le Liban a déjà fait plus de 500 morts, dont des femmes et des enfants, et même des tout petits enfants. L'incapacité à mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies n'a fait qu'enhardir Israël, qui menace d'entraîner toute la région du Moyen-Orient dans une guerre dont les conséquences pourraient être si graves qu'elles dépassent l'entendement. Et tout ce que nous pouvons imaginer. Tout comme le peuple palestinien, le peuple de Jammu et Cachemire a lui aussi combattu pour sa liberté et son droit à l'autodétermination pendant un siècle entier. Mais l'Inde, au lieu de garantir la paix, a renoncé à ses engagements et n'a pas mis en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité. Pourtant, ces résolutions devaient permettre au peuple de Jammu et Cachemire d'exercer son droit fondamental à l'autodétermination. Qui plus est, le 5 août 2019, l'Inde a lancé une campagne illégale et unilatérale afin d'imposer à cette population ce que ses dirigeants appellent eux-mêmes la solution finale. « 900 000 soldats indiens terrorisent depuis cette date quotidiennement la population de ce territoire occupé en imposant des mesures draconiennes, des couvre-feux prolongés, des exécutions extrajudiciaires et l'enlèvement de milliers de jeunes Cachemiris. Dans le même temps, ce projet colonial, tout ce qu'il y a de plus classique, consiste également pour l'Inde à saisir des terres et des biens et d'installer des colons sur ce territoire occupé afin de transformer la majorité musulmane en une minorité. C'est une tactique bien connue, employée par toutes les puissances occupantes, mais elle a toujours échoué. Elle échouera également à Jammu et Cachemire, Inch'Allah. Le peuple cachemiri est déterminé à rejeter cette identité indienne qui n'est pas la leur, qu'on cherche à leur imposer. La politique brutale menée par l'Inde, fondée sur la coercition et l'oppression, continue d'inspirer des millions de Cachemiris dans le droit fil de l'héritage laissé par Burhan Wani. Inspirés par la légitimité de leur combat historique, ils ne lâchent rien. Leurs histoires qui fendent le cœur nous rappellent que derrière chaque statistique, derrière chaque chiffre, il y a une vie humaine.
un rêve qui n'a pas vu le jour, un espoir volatilisé. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'Inde cherche à étendre ses capacités militaires de manière massive, capacités militaires déployées essentiellement contre le Pakistan. Sa doctrine de guerre prévoit une attaque surprise et ce qu'ils appellent eux-mêmes une guerre limitée à dimension nucléaire. Fin de citation. L'Inde a déjà rejeté les propositions du Pakistan pour un régime de retenue stratégique. Ses dirigeants ont déjà menacé de franchir la ligne de contrôle et de reprendre Azad Cachemire. Mais j'aimerais répondre en disant que le Pakistan répondra de la manière la plus vigoureuse face à toute agression indienne. Pour que la paix soit pérenne, l'Inde doit renoncer à ces mesures illégales et unilatérales, mesures adoptées, comme je l'ai dit, depuis le 5 août 2019. Elle doit accepter le dialogue pour un règlement pacifique du différend de Jammu al-Cachemire, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux aspirations du peuple cachemiri. N'oubliez pas que l'occupation illégale est un enfer quotidien en Palestine comme à Jammu et Cachemire. Mais outre ces conflits, le XXIe siècle a été porteur d'une cascade de crises, avec l'effet des changements climatiques et des problèmes de développement que connaissent de nombreux pays. D'ailleurs, il y a 2 ans, mon pays a été dévasté par des inondations catastrophiques, des inondations qui nous ont coûté 30 milliards de dollars en dégâts. Il est clair maintenant que chaque été au Pakistan sera un été extrêmement chaud avec des conséquences nouvelles à chaque fois. Le Pakistan, pourtant, n'émet que moins de 1% des émissions de carbone à l'échelle mondiale. Hélas, nous en payons le prix fort, alors que c'est une situation dont nous ne sommes pas responsables. C'est injuste. C'est pourquoi aujourd'hui, le pollueur doit payer. Le Pakistan espère que les engagements pris par nos partenaires de développement pour aider à la réalisation des ODD et des objectifs climatiques seront tenus, y compris le nouvel objectif annuel de financement climatique devant dépasser les 100 milliards de dollars. Monsieur le Président, près de 100 pays en développement, pris au piège d'un cercle vicieux d'endettement et de crise de liquidité que j'appelle piège de la mort, death trap, plutôt que piège de la dette. Réaliser les ODD dans ces circonstances ne peut être envisagé sérieusement. C'est un mirage. C'est pourquoi l'architecture financière internationale, que le secrétaire général lui-même a qualifiée de banqueroute morale, doit être réformée de toute urgence afin de favoriser le développement et l'équité dans le monde. Depuis que j'ai pris mes fonctions en mars de cette année, le bien-être et la prospérité de mon peuple, de mes 240 millions de compatriotes, est une priorité absolue pour moi. Nous avons pris des mesures difficiles, bien que nécessaires, qui ont permis à notre économie de retrouver un nouveau souffle. Alors qu'elle était au bord de l'effondrement, nous avons rétabli la stabilité macroéconomique, maîtrisé les déficits budgétaires et renforcé nos réserves de devises. L'inflation a maintenant baissé, elle n'est plus qu'à un chiffre et les perspectives de croissance économique ont de nouveau été retrouvées. J'entends continuer de déployer des efforts inlassables face aux défis de mon pays. Lorsque les choses vont mal, comme c'est le cas inévitablement,
lorsque la montée est trop rude, lorsque les crédits sont bas et la dette est élevée, lorsque vous voulez sourire, mais vous ne pouvez que soupirer, lorsque les soins ne vous sont pas octroyés, reposez-vous si vous le devez, mais ne renoncez pas. C'est ainsi que nous avons appris à faire face à nos difficultés, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes situés à la croisée des chemins entre l'Asie du Sud, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. C'est pourquoi la géoéconomie et la connectivité régionale constituent une véritable priorité pour nous. La deuxième phase du corridor économique sino-pakistanais, le CEPEC, a été lancée avec succès récemment. Grâce au Conseil de facilitation des investissements spéciaux, nous mobilisons des investissements dans l'infrastructure, l'énergie renouvelable, les minéraux, l'agriculture durable et la technologie, ce qui devrait ouvrir une nouvelle ère de développement et de modernisation pour mon pays. Monsieur le Président, le Pakistan combat le terrorisme depuis 2 décennies avec courage et succès. Nous avons vaincu les groupes terroristes se trouvant à l'intérieur du pays. Mais nous avons également payé un lourd tribut. 80 000 de nos soldats et de nos civils ont en effet péri. Ce sont des martyrs, dont des enfants d'ailleurs innocents. Notre économie aussi. On a payé le prix fort, une perte de 150 milliards de dollars en raison du terrorisme. Hélas, aujourd'hui, un terrorisme financé de l'extérieur connaît une résurgence. Le groupe TTP Fitna al-Khawarij et ses affiliés sont l'illustration. Mais Inch'Allah, ne vous méprenez pas, nous éliminerons cette menace aussi grâce à notre initiative nationale baptisée Azme Istiqlal, détermination à promouvoir la stabilité. Nous travaillerons ensemble avec la communauté internationale pour combattre toutes les formes de terrorisme et réformer le dispositif mondial de lutte contre le terrorisme. Monsieur le Président, le Pakistan aspire également à la normalisation le plus tôt possible de la situation en Afghanistan. L'appel à consacrer 3 milliards de dollars en aide humanitaire à l'Afghanistan est un appel auquel nous souscrivons. Dans le même temps, le gouvernement intérimaire afghan doit respecter les droits humains et notamment les droits des femmes et des filles. Il doit promouvoir l'inclusion politique, comme s'y attend toute la communauté internationale. Ce gouvernement doit prendre toutes les mesures requises pour neutraliser les groupes terroristes se trouvant en Afghanistan, et notamment ceux qui se livrent à des activités terroristes transfrontalières contre des pays voisins. J'en citerai quelques-uns, le IL Khorasan, Daesh, le TTP Fitna al-Khawarij, affilié à Al-Qaïda, et d'autres groupes terroristes comme le TIM, l'IMU et Ansarullah, qui se trouvent actuellement sur le territoire afghan. Monsieur le Président, il y a une autre évolution extrêmement troublante que nous voyons se manifester à l'échelle mondiale. C'est l'escalade, ou plutôt l'aggravation des phénomènes islamophobes. Profanation du Saint-Coran, attaque contre des mosquées, préjugés à l'encontre des musulmans et actes de discrimination et de violence les visant. La manifestation la plus alarmante de ces phénomènes islamophobes,
C'est ce que nous voyons se déployer en Inde dans le cadre du programme suprémaciste hindou qui cherche à soumettre 200 millions de musulmans et à détruire le patrimoine et l'héritage islamique indien. Le Pakistan et l'Organisation de la coopération islamique sont déterminés à travailler avec l'envoyé spécial du secrétaire général et le secrétaire général pour combattre ce fléau en adoptant un plan d'action. Enfin, le Pakistan souhaite voir une fin immédiate au conflit tragique qui fait rage en Ukraine. Il faut un règlement pacifique de ce conflit, conformément à la charte et aux accords internationaux. Le Pakistan est fier d'avoir une histoire marquée par la solidarité, l'amitié et la coopération avec les nations africaines. Nous continuerons de coopérer avec ces pays pour lutter contre le terrorisme et résoudre les conflits régionaux dans le cadre de nos efforts de maintien et de consolidation de la paix en Afrique. Alors que nous quittons cette salle, nous devons garder à l'esprit le message suivant. Les faibles ne sont pas inaudibles. Les opprimés ne devraient pas perdre espoir. La pauvreté n'est pas une fatalité. Et la promesse de justice et d'égalité du Seigneur est une promesse bien réelle. Elle doit être respectée. Merci. Que Dieu vous bénisse tous. On behalf of the Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre de la République islamique du Pakistan.